Alors pour vous, donc, on traduira au fur et à mesure avec Kevin pour les artistes et puis pour une meilleure compréhension. On va commencer par s'adresser donc à Monsieur McNeil qui a travaillé sur, comme disait Kevin, America. America, c'est un des titres les plus emblématiques du personnage qui montre en fait une société et une cité très sombre, triste, totalitaire, désespérée, dans laquelle en fait Dredd incarne le méchant. Il incarne l'ordre répressif, le désespoir, l'absence d'alternative. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, en fait, il ne faut pas s'attendre à une fin heureuse. Colin McNeil l'avait à l'époque intégralement peinte. Il y a eu quelques suites ensuite avec des personnages, puisque quelques-uns survivent, qu'il a dessinés. Donc si ça vous intéresse, donc, je pensais commencer par America, en lui demandant qu'est-ce que, d'après lui, qu'est-ce qui crée l'intérêt du personnage et la force de cette histoire. So I told the audience you were the artist on America, seminal Dread story, and the point was asking you, well, being the first on the grill, what's for you is the appeal of the character and what made you well lash the story and make this such a good comic? The appeal of the character. Is that working? Yeah, you just, right, yeah, just like you're reading it. I started reading 2000 AD when it first came out in 1977. So for me, it's very much a nostalgia trip the whole time. Because it's a comic which I read and thoroughly enjoyed, especially Judge Dredd. So when I grew up and started drawing, I felt very lucky indeed to be allowed to take part in this grand thing called Judge Dredd, especially the story of Judge Dredd America, because that was the first Dredd story in the Judge Dredd magazine in 1990, 91. And I was very honoured indeed that it was John Wagner himself who asked me specifically to draw this. He had seen some of the other work which I'd done on his character, and in other things, we had worked together on a series called Chopper, Son of the Surfer, a Dread World character, and he liked what I'd done with his ideas in that, so he gave me a chance to work on this major kind of exploration of Judge Dredd and kind of the city and kind of what it means to be a citizen in that city, in that state. It's quite there's lots of twists and turns in the story. Hopefully, I'm not spoiling anything for anyone, but the final major twist in the story is you have, well, I should explain, the two main characters is Beanie Bennett and America Jara, and they are, well, Beanie is in love with America, but she looks on him as just a good friend. It's a love story. Yeah, it's a love story set in Mega City 1 with kind of Dredd as a very peculiar Cupid, I suppose. Yeah. And all the way through the story, Benny is forsaken for this kind of love which he'll never have from her. But as the story progresses,
it comes about that kind of they do eventually come together, but just for one night. Yeah. There's an emotional core. There's an emotional core to it, and they sleep together just the once, just before she is shot by the judges for trying to blow up the. No, it's the Statue of the Statue of Judgment, Statue of Liberty, and Benny is heartbroken by this because he was the one who informed the judges about what America was doing. So he caused her death, even though he loved her. He feared the judges more. And in the very end, because he's quite a wealthy man in the city, he's a musician, and he arranges to get America's body and has his brain implanted in her body so she can live on. Sci-fi. Right? In a sense. Now, the reason why that's the important point about he puts his brain in her body. I mean, I remember it being quite a shock to the readers when it happened, when it came out. It was very adult. But It's a bit Heinlein, that, isn't it? It's a bit Heinlein, like Time Enough for Love. yes, I mean, it was the clues about this final twist at the end were right on, I think, page 3 of the first episode. You're right. I mean, because in the script, America is preparing to go on stage, and you don't realise at this point that this is America after the end of the story. There's all the sequels. Yeah, and in the script, I remember John saying America has a fine line on her forehead, like a very, very fine scar. And I put this very fine line in, and I didn't know why. I should really have asked to see kind of what it was all about. So I think one of the reasons why the story worked so well is because I was very much like one of the readers. Yeah. I only discovered the twist when I came to draw the last episode. The last page. So it was, sometimes ignorance can be useful just to get that extra. As an artist? As an artist, yes, because if you know too much, sometimes, I mean, it's always good to know stuff. But in this case, my lack of asking actually aided me in kind of just, because I just assumed that kind of somehow kind of they would both survive and kind of everything would be all right-ish, even though I knew it wouldn't be because it's Judge Dredd, and Judge Dredd just pisses on everyone's day. Kind of, it's never going to end well. But I thought, this is a love story. Maybe it was maybe just for once, kind of something nice will happen. But it really didn't. So I learnt kind of. It was nice to work on it. It was nice to work on it. It was a nice surprise, seeing the reaction of the readers to our work. I'm going to try to convey this, but not spoil it too much for them. Beaucoup de choses en fait. Waouh, il est fort. L'idée en fait, c'est que donc America, c'est une histoire d'amour. Vous avez en fait deux personnages qui ont des convictions différentes, qui vivent donc dans cet état totalitaire. Il y a une pression pour établir une véritable démocratie. Et donc Dredd, dont le nom est un jeu de mots en fait sur l'adjectif menaçant, DREAD, présente finalement comme un Cupidon. Il va les rassembler en étant le méchant de l'histoire.
Donc pour Colin, en fait, il y avait un intérêt d'abord nostalgique puisqu'il lit le personnage depuis des années, donc il était fier en fait de travailler là-dessus. Il y avait une deuxième chose, c'était l'avantage de travailler avec, et il faut le mentionner, le créateur du personnage, John Wagner, qui est un scénariste brillant, à qui on doit également La Route de la Perdition, ce genre de choses. Et donc il était très heureux de travailler sur un récit, sur un scénario, sur un script de John Wagner. Sans vous spoiler l'histoire, donc il y a eu une fin tragique, je vous l'expliquais tout à l'heure. Comme disait Ian Gibson également, la fin est relativement prévisible. C'est-à-dire que, en tant que lecteur, si vous lisez tranquillement, on sent la mauvaise fin qui arrive, et donc cette histoire emblématique de Dredd représente le personnage sous un jour assez négatif, en tout cas assez implacable. Comme il le disait, en fait, Dredd n'est pas un personnage qui s'intéresse foncièrement au bien-être d'un individu ou d'un groupe. Il représente un ensemble de lois, un ensemble de règles. Il y a une justice immanente dans le personnage, sinon il serait vomitif tout simplement. Mais il ne voit pas son intérêt dans la belle histoire d'amour donc des deux protagonistes d'America. Voilà. Et donc, si vous avez l'occasion de le lire un jour, le paperback est relativement facile à trouver. Vous avez donc plusieurs petits indices qui apparaissent dans les premières pages qui laissent présager d'une fin triste. En fait, c'est une histoire très adulte qui est violente, mais qui est ancrée autour d'une émotion. Donc, ce couple impossible. Et qui a appelé donc plusieurs séquelles qui amènent à réfléchir donc sur les individus, mais aussi sur leur place dans une société totalitaire. Voilà. I wanted to ask a question to you, Ian, as a writer. You came later to the character, I think. How do you manage the... I'm going to translate for them and then ask you later. Dredd appelle plusieurs interprétations. En fait, on peut l'écrire de manière très sérieuse, comme on l'a vu avec ces messieurs. On peut aussi l'écrire sur le ton de la comédie. Monsieur Edginton est capable de faire les deux. Il a fait des pastiches, il a fait aussi des choses plus sérieuses. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est pour un scénariste comme lui qui est arrivé plus tard sur le personnage, comment on appréhende excusez-moi, un personnage comme Dredd qu'on peut utiliser de beaucoup de manières différentes. So I wanted to ask you, how did it feel to come relatively later to the character and how you use the comedic and very serious possibilities of a character? Is that on? Is that okay? Yeah. Okay. Coming late to it wasn't a problem because I'd read years worth. Well, like Colin, I'd read it from the very beginning, and it's kind of intimidating because there's such a wealth of material. But for me, it's like a comedy act. Dredd is the straight guy, and the city and everybody in it are the full guy. It's like Dredd is. I won't say he's one note, but he's kind of like a cipher, and it's the bow wave he creates for that city and how people and the city react around him, and that's where the kind of I like to write the silly stories that I remember when I was a kid about the alien zoo or a Victorian time traveller and his different incarnations keep coming back to try and rescue him, and it's just basically the waves of these people's stories just beating against an implacable dread, and that's where I kind of get the humour from. Ok, thank you. Alors vous avez une perspective intéressante ici. Vous reverrez des ressemblances avec le personnage de Batman en fait pour Ian Edginton. Vous avez la cité, Mega City One. Pour ceux qui connaissent juste le film, c'est vraiment un cauchemar de béton. Désolé, c'est la bière. Vous avez en revanche dans le comic book une cité qui est beaucoup plus fantasque, avec des formes plus rondes, des costumes très fantaisistes. Vous avez toute une exagération des modes contemporaines, beaucoup de choses inspirées de Mobius également. Donc pour Ian Edginton, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir une cité de tarés, peuplée de tarés, se heurter à l'implacabilité, vous avez vu, j'ai réussi, tu l'as vu sur la caméra, ouais, de Dredd. C'est-à-dire en fait, comme disait Ian, Dredd c'est le straight guy, c'est le type sérieux, d'accord, on n'est pas là pour déconner. Et puis en face, donc vous avez cette cité complètement hors de contrôle, Mega City One. Ceux qui connaissent le strip un petit peu voient même au niveau du visuel. Et donc Dredd sert de rocher,
il a pas d'idée. Pour vous donner une idée, moi chez moi j'ai un poster où il tient un énorme bouquin et c'est marqué la loi dessus. Et donc pour Edginton, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que Dredd sert de cipher, c'est-à-dire c'est un non-personnage autour duquel on peut développer tout un tas de problématiques aussi bien sérieuses qu'humoristiques. Et Dredd ne change pas, c'est la propriété de 2080, de Rébellion, etc., etc. Et donc ce qui est intéressant pour lui, c'est l'environnement, la manière dont l'environnement et les personnages de Mega City One vont interagir avec lui. Ce qui offre là encore, comme on vous disait à l'instant, un grand éventail de possibilités pour un scénariste. Voilà. No, I'm 100% honest. I wouldn't do that to you guys. Next question for you. As usual, I'll translate and then I'll ask you. Okay. Donc ici, vous avez Ian Gibson. Donc il y a un... Ah pardon, oui, je pensais que tu voulais m'offrir une glace. Donc vous avez ici Ian Gibson qui est un des, comme vous a dit Kevin, qui est un des grands auteurs historiques de 2080 dès le début, qui est connu pour énormément de séries et un trait extrêmement rond, expressif et ce genre de choses. Et donc puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui, je voulais lui demander comment il avait réussi justement à adapter son style très original, très cartoony. En fait, on pense parfois à Franquin quand on voit ses dessins, à un personnage totalement monolithique et au menton taillé comme un pain de sucre qui est Judge Dredd. So I wanted to ask you how you approached the character as an artist with your very cartoony style, because Mega City 1 is a very dark city and Dredd is a very monolithic character. And how was it to draw such a guy and his world? I did it for the money. Best answer ever. How many? Because I seem to remember some classic strips and up to the early 2000, it was money. It was more interest, a question of income, or some visits. Again? Yes, because I'd turned down certain stories because there was too much blood and gore in them. I'd say, John, I don't want to do that. Yeah. But the thing is, it's like kind of this man getting the stamp of approval. Yeah, if John Wagner sends you a script, you know you're accepted. But yeah, so I felt accepted because he wrote The Robo Hunter for me. But that might have been to get me out of the way of the Judge Dredd because I was too cartoony. Because Pat Mills, when I first did the Robot Wars with Call Me Kenneth, I was doing the robots quite cute. And Pat Mills was kind of saying, no, you can't have cute robots. So all the cute little kind of robot eyes I was giving them, so they kind of got weird, silly expressions, were getting edited out and turned into these ugly slits. I thought, you fuckwit. Yeah. You got no idea of kind of how to entertain people. You're just being Pat Mills, the big tosspot that you've always been. So... So I never really got, even though I've worked with Pat on other things, I've never really accepted his attitude. He's a bit of a pervert. Well, the thing is, because I did a newspaper strip with him kind of called The Masqueur, which was about kind of, you are a TV mum and you have to act out all the dreadful TV adverts. And his scripting, his dialogue was obscene. So as I was lettering it myself, I was editing his kind of obscenities out of it. I was saying, we don't really need to go that far. To entertain people. Yes, yeah, the idea is to entertain, not offend. Yeah. Yeah, I'm the offender, kind of. The comics are supposed to entertain people. So I like the fact that kind of Dredd is such a fascist. Yeah.
but kind of there's a soft side to him. Well, kind of like I did that dreadful Vienna story about his niece or something, and there was always a slightly soft side to him, especially when he shot his girlfriend, whatever her name was. Yeah, but that's purely because she was trying to murder Rico, his clone. So kind of, it was a weird family situation going on there. She was kind of, did he shoot her out of jealousy or to protect kind of his strange brother? You know, that was never really revealed. But some of the stuff John liked to give me the silly stories, I think. There was a wonderful one called Pay, kind of something to do with paying, kind of with this woman who kind of sent everybody bills because everybody pays the bills that come through the door. So she was just invoicing everybody. And that was really nice and silly. That was kind of a typical Gibson script. He can do idiot shit. Yeah, so that's what John's used me for most of the time. So I avoid the blood and gore because other people seem to revel in it, and I do the silly stuff. Alors, je pense que tout le monde a compris le principal. Et alors, c'est intéressant. Vous avez une perspective effectivement qui est très différente. Pour Ryan, donc vous retrouvez le nom de John Wagner, encore une fois cet excellent scénariste britannique, ainsi que celui de Pat Mills, avec qui ça passe un peu moins, peut-être, qui est le co-créateur du magazine. Donc en fait, Ian l'a fait pour la meilleure raison du monde, c'est-à-dire pour de la thune. Hein, ce qu'on fait tous pour envoyer de l'argent à maman, etc., etc. Donc pour lui, c'était d'abord un boulot. Le fait est qu'après, comme il expliquait, il est regardant sur la tonalité, la qualité, subjective ou objective, peu importe, mais des scripts qu'on lui envoie. Et lui préfère dessiner des choses qui sont faites pour divertir, qui sont faites pour amuser. Plutôt que des choses qui sont délibérément très noires, très violentes ou qui visent juste une valeur de choc. Et donc il a illustré Robot Wars. Il est très connu pour ses designs, justement. Il y a beaucoup de ces séries qui tournaient autour d'automates, de robots, etc., etc. Et Pat Mills lui avait fait la réflexion justement que ces robots ne faisaient pas assez peur. Parce que là encore, ce sont des dessins et des personnages qui sont attachants. En fait. Et donc il expliquait que Pat Mills il a dit oh non mais tu devrais en faire des. En gros il fallait que les robots fassent peur, il fallait que ça soit moche, il fallait que ça. Donc Ian en fait quand il illustre Dredd à présent, puisqu'il en a illustré donc au tout début mais aussi au début des années 2000, il pense, ou en tout cas il aime penser qu'on lui donne les histoires les plus légères, les plus amusantes, ce qui convient tout à fait au personnage et à son style graphique. Et à côté de ça, donc les histoires plus sombres ou plus violentes, où il y a davantage de gore, tout simplement, ça ne l'intéresse pas. Donc c'est vrai qu'il a gagné ce luxe maintenant de pouvoir juger les scripts qui sont susceptibles de lui convenir. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours cette friction entre John Wagner dans l'histoire du magazine, entre John Wagner et Pat Mills, puisque c'est vrai que chez Pat Mills, on sent une volonté parfois pas subtile, bien faite, mais pas subtile, de choquer, de provoquer, de susciter une réaction violente, alors qu'il est vrai que Wagner, lui, est peut-être plus discret dans ses choix d'écriture, pas moins bon, pas plus mou, mais effectivement, ses propos illustrent bien la tension qu'il y a entre ces deux grandes figures du magazine lui-même et ces deux parents du personnage. Voilà, j'ai été trop long. You go next, Simon? Sure? Yeah. Alors, vous avez donc ici Simon Colby qui fait partie, là encore, d'une génération un peu plus récente d'auteurs qui a travaillé sur énormément de personnages emblématique du magazine, sur le Rogue Trooper et ses séquelles, sur Low Life, donc sur des juges qui sont infiltrés dans la cité, et donc qui a illustré également Judge Dredd. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, vous avez ici plusieurs auteurs d'un crossover qui s'appelait Trifecta, qui est sorti l'année dernière, dans lequel 3 strips indépendants se sont réunis. Et donc voilà, Simon fait partie en fait de gens qui sont arrivés là encore en termes de dessinateurs, plus tard sur le personnage, avec un style très très contrasté. Très énergique,
avec un mélange de photoréalisme et d'abstraction. Donc ce que je vais lui poser comme question, en fait, là encore, comment un dessinateur relativement jeune aborde un personnage qui a 37 ans déjà. C'est mon âge, je sais que je le fais pas, mais il faut le dire. So Simon, I wanted to ask you as an artist how you approach a character who's basically 37 years old and do something fresh with him and stay interested. Well, I've drawn Dredd several times over 20 or 30 years. My approach has certainly changed, as my art style has changed. I used to be much more cartoony, which was kind of the general art style that was in vogue in 2000 AD at the time, especially during the 90s. It's very large, very energetic, very over the top, which was a lot of fun to draw. But personally, working on other projects as well, my style became more grounded, I suppose, not necessarily realistic. Slightly more considered, I think, rather than everything being completely exaggerated, trying to find light and shade in my art, so that when I do exaggerate something, it has more impact, perhaps. And I think that works well in the Dredd universe. You are showing aspects of the story that are completely ridiculous, and in a fairly downtrodden, gritty environment, I think it helps to have that range, to have light and shade, so that the big moments of the story, and they're sometimes very big moments, you're able to make those moments hit very hard, visually. Okay, it serves the story too. Sorry? It serves the story too. It serves the purpose of the story, yeah, exactly. Thanks. Alors là encore, donc vous avez, je vais pas le répéter à chaque fois, sinon je vais radoter comme une vieille femme, mais vous avez encore une autre perspective, c'est-à-dire que pour lui, en fait, pour Simon, qui a dessiné Dredd plusieurs fois, dans les années 90 et encore aujourd'hui, son style a évolué, c'est-à-dire qu'il avait un style beaucoup plus cartoony, beaucoup plus exagéré. Dans les années 90, ça se vendait, hein, ceux qui sont fans de comics mainstream savent de quoi je parle, hein, les épaulettes, les flingues, etc., etc. Et puis il a commencé à chercher un petit peu plus de nuances. Donc ce qui est intéressant pour lui, c'est pas forcément toujours réaliste, désolé monsieur Larousse, pas toujours réaliste, c'est-à-dire que ce qui est intéressant pour lui, entre autres, c'est la juxtaposition de certains éléments justement très exagérés, d'autres beaucoup plus réalistes, certains éléments extrêmement ridicules, en fait, superposés ou juxtaposés sur la saleté, la dureté de Megacity. Et il apprécie, en fait, on retrouve ça beaucoup dans 2000 AD et dans Dredd, effectivement, ce mélange d'éléments. Vous avez des choses parfois très drôles, stupides, dans un contexte très dur. Et parfois l'inverse. Et donc pour Simon, en fait, c'est ce qui fait l'intérêt de la progression de son style, la manière dont il aborde le personnage. Ça permet de nuancer l'histoire et de servir cette histoire, justement, de lui donner un scope un petit peu plus divers. Voilà. Dave? Oh, yeah. Same as usual. Thank you. Alors vous avez ici Dave Taylor, que certains ont peut-être vu tout à l'heure dans le hall, qui est un des plus grands noms, en fait, du comic britannique. Il a beaucoup d'influences européennes aussi dans son trait. On retrouve un petit peu de Mobius, on retrouve beaucoup d'éléments de design, beaucoup de belles choses. You did Batman by design, yeah, Death by Design. Et c'est quelqu'un donc qui a une approche graphique très marquée, très reconnaissable. Ça ne veut pas dire qu'elle évolue pas. Donc ce que je voulais lui demander, en fait, si vous en êtes d'accord, c'était comment un artiste, là par contre, s'approprie complètement un personnage qui est passé par autant de mains. So the question I wanted to ask you, because you've got a very recognizable style, and I wanted to ask how you, when you work on Dredd, you make itself yours, despite all the talented people drawing him and writing him and painting him, and how do you do it yours for the length of a story? I just do what comes naturally. I never think about things too deeply in respect to trying to control what comes out. I just draw what's in my head. When I started, like Colin did, from
the day one on 2000 AD, and Judge Dredd was the most entertaining because of the universe that was created and being created by such guys as Ian, and you know, so all that stuff is from 1977 is locked in here, and the first sample pages I ever did for anybody were for 2000 AD, and they were dreadful. I wasn't ready to be a professional at that time, but they said it's okay, but there's no backgrounds and it's too American. So I went on and thought, okay, well, if my work's too American, I'll go and work for an American company, which I did, and here I am. So when I finally, I had a career drawing mostly Batman projects, it was, I always felt I was on a conveyor belt, or rather I was part of the conveyor belt. You know, somebody would write, a stranger would write the story, I'd pencil it, a stranger would ink it, a stranger would letter it, and so on. I could deal with strangers reading it, but you know, working with, you know, it's a bit odd. So while I was working on the Batman, I did a project called Tongue Lash, where I was, well, it was for originally Dargo, and they found one page they didn't like, so they dropped it because it was two girls kissing, basically having a romantic. It wasn't pornographic. Maybe, yeah. But that project enabled me to realise what I was capable of doing away from the American system. So that gave me confidence. But nothing else, no other jobs came forward. I carried on doing Batman, and you know, it's a long story. But when I came back after 7 years of being ill, this time I'm going to get it right, and I just want to take jobs that I'm interested in. So the first job I did was to try and readdress that problem with my original sample page. And because I'd worked with Alan Grant on Shadow of the Bat, I was on that regularly. I thought, oh well, you know, I'll contact him, and I started working for 2000 AD because of that. And so when I did, it just all poured out. This stuff had been in there all the time, festering, and sort of mixing with how I'd learned to draw in that period. So it just poured out, and I don't think I could ever stop drawing. I mean, with Ian here, one of my heroes, because I've grown up since then loving robots, been fascinated with robots. And if you see my table, I've actually got one on the table. I can't leave home without a robot with me, and it's your fault, sir. But so things like that, they were in there, and because I'd had this chance again, this wonderful chance to reenact my comic book career, relaunch it rather. You know, give me a chance to draw robots and cities, and you know, that universe. You know, I feel I've barely started, you know. That's great to know. More to come. Hope so. Alors en fait, pour Dave, en fait, comme beaucoup d'auteurs ici, Dredd, c'est un souvenir d'enfance d'abord. C'est-à-dire que quand il a voulu commencer à dessiner, il a fait des pages, en fait, d'échantillons, hein, comme le font tous les dessinateurs, et il n'était pas prêt, c'était pas assez bien. Donc il y a eu des critiques, voilà, décourageantes. On lui a dit que c'était trop américain. Donc il s'est dit qu'il allait travailler plutôt pour le marché US. Il parlait des backgrounds, il est vrai que les décors, en fait, les artistes britanniques, beaucoup d'entre eux ont cette réputation pour être minutieux sur ce genre de choses. Donc il est parti travailler aux États-Unis et il a fait énormément de Batman. Donc là, j'ai pas besoin de vous en faire davantage, tout le monde connaît. Le fait est que donc il a travaillé longtemps avec Alan Grant, qui a été évoqué, qui est là encore un des co-créateurs de Dredd. Il connaissait bien, ça se passait correctement. Mais bon, c'était le système américain, donc il vivait relativement mal le fait que, vous savez que le travail américain est beaucoup plus fait à la chaîne. Donc vous avez le scénariste, vous avez l'encreur, vous avez le coloriste, vous avez le lettreur, le lettriste, je sais pas, vous couperez, vous garderez le bon, le rédacteur en chef. Ça le gêne pas que des étrangers lisent les histoires qu'il dessine, mais ça le gêne de faire partie d'une chaîne. Donc il est tombé malade.
Et puis, il s'est dit qu'il allait faire autre chose, quelque chose qu'il avait envie de faire. Donc, il est revenu sur des échecs et des envies de jeunesse. Il est arrivé sur Dredd et connaissant donc Alan Grant, il a commencé à travailler dessus et il a une approche très naturaliste de la chose. C'est-à-dire, il y pense pas trop, il surintellectualise pas trop, il y va comme ça vient, il laisse venir en fait. Et ce qui lui plaît, c'est cette diversité, là encore, ce monde qui gravite autour de Dredd, de l'environnement. Il parlait justement des robots d'Ian Gibson. Cette variété, le fait de pouvoir réinterpréter en fait des choses qui lui tiennent à cœur depuis longtemps. Il a évoqué en vitesse, je vous fais un petit résumé, donc l'épisode Tongue Lash, qui lui a permis Tongue Lash was a bit more Mobius influenced, if I don't want to, yeah. Well, it was an extension of the Mobius universe. Yeah, that's it. Thanks. Donc voilà, sur le projet Tongue Lash, il pouvait utiliser d'autres influences, incluant celle de Mobius. Donc pour lui, c'était un prolongement des univers qu'il avait créés. Ça lui a permis en fait de créer une rupture de style. Il y avait eu un désaccord avec la maison d'édition originale, donc deux femmes qui s'embrassaient. Et voilà, c'est ce projet-là qui a créé une cassure et qui lui a permis en fait de revenir sur Dredd cette fois-ci avec un style plus décidé et davantage d'assurance en fait, davantage d'envie également. Voilà. Et je sais pas si j'étais clair. Oui. Merci, messieurs, dames. Next one is for you, Mr. Cook. I'm going to introduce you briefly. Yeah, of course. Peut-on applaudir Monsieur Edginton, s'il vous plaît, qui doit nous laisser un petit peu plus tôt. Thanks a lot, sir. Bye. I'm getting comfy. Yeah. We're nice on those chairs, freezing our asses. Alors, vous avez Boukouk ici qui a encore fait partie d'une nouvelle génération qui a un style très fun en fait, très coloré. Beaucoup d'exagération, beaucoup de blocs et très expressif. Boukouk travaille en fait, a fait énormément sur la série Elephant Man de Richard Starkings, que certains d'entre vous connaissent peut-être chez Image, ainsi que récemment sur le Doctor Who, incarné par Matt Smith. Donc avec lui, vous avez une véritable dichotomie, c'est-à-dire là encore, un peu comme avec Monsieur Gibson, un style qui est très coloré, très joueur en fait, sur un personnage et un monde absolument monstrueux. Donc l'idée, c'était de lui demander comment est-ce qu'un jeune artiste comme lui, après avoir fait des projets très extravagants, prenait, là encore, les rênes de Dredd et en faisait un Dredd qui marche. So I wanted to ask you, I introduced you a bit and your art style to the audience. I wanted to ask you how a guy who illustrates so much, some kind of bubbly fantasies, can't say it in English. How do you do a convincing Dredd and a convincing Megacity One, whereas most of your other work is much more, colorful and playful? How do you do it? I don't know. I like to keep a bit of the colourfulness in Dredd. Yeah. I don't know. I've got people often moan about my colour palette being full of bright pink and stuff. I guess I'm just a psychedelic kid. Yeah. And I can't help myself, but I do like to cover the gritty side of things as well. And Dredd, you can get pretty gritty, but I think Elephant Man is probably the grittiest I go. Now that you say it's true, yeah. Yeah. I don't know, what was the question again? How do you make it work, nonetheless, to the editor and to the writer? And, how do you... Well, like Dave, you just, you switch the fountain on and out it comes. I tend not to really put too much thought into it. It just comes out how it comes out. And like everyone else here, I was reading it, from pretty much the start anyway. And so all those years of artists that have been in there doing Dredd, they're all in my brain. And... each one of them has an input into how I draw Dredd. Like, for example, the little things on his knuckles, they're Bolland influence. They're always little Bolland knuckle dusters. And I used to go for a more Brendan McCarthy helmet
until I realised you have to be Brendan McCarthy to pull that off. Otherwise, it just looks mental. But yeah, I just kind of switch on the tap and let all the influences come through. Yeah, that's a great answer. Je vais commencer par la fin. En fait, ce qui est intéressant chez Bookook, c'est que, comme beaucoup de ses collègues, en fait, il a tous les dreads de tout le monde, de tous les artistes qui sont dans sa tête et qui lui servent en fait d'influence. Il expliquait donc, pour ceux qui ont une connaissance du personnage, alors sur mes petits points de bébé ça se verra pas beaucoup, mais effectivement donc vous avez une manière de dessiner les points sur les gants qui vient directement de Brian Bolland. Il a évoqué McCarthy aussi qui a un style complètement différent, et donc tout ça percole à l'intérieur et il laisse venir en fait au fur et à mesure avec son style à lui et avec tous ces différents artistes qui sont passés avant. C'est l'intérêt de ce type de personnage iconique. No, I assure you, I'm doing my best, mate. Et le début de sa réponse, à l'inverse, c'est son style, donc il l'applique. Et effectivement, donc des lecteurs, personne ici bien sûr, j'espère, ont des problèmes parfois avec ces couleurs qui sont très flashy. Il a utilisé le mot psychédélique, il y a du rose, il y a du bleu. Et c'est vrai que quand on lit du Bookook, que ce soit sur Dredd ou sur autre chose, il a un style immédiatement reconnaissable. Et on est tellement habitué au Dredd sombre avec des couleurs bleu, marron, plus celles de l'uniforme, que effectivement parfois ça choque, mais c'est sa manière de faire. Et là encore, il n'intellectualise pas trop, il le fait comme ça, c'est sa manière de présenter le personnage, et pour un artiste en fait c'est aussi un très bon moyen de travailler. Si certains d'entre vous sont intéressés, en fait vous pouvez comparer ces dreads et ce qu'il a fait sur Elephant Man, qui a priori a l'air un petit peu plus fun, et en fait c'est vrai que la bande dessinée est beaucoup plus sombre même dans sa manière de le traiter. Voilà, donc c'est ce qui montre aussi que Dredd peut s'appliquer à énormément de choses, à énormément de styles différents. Obviously, last one's for you. All right. Hello. Vous avez ici, it's on. You want mine? Yeah, no, this one works. This is good. So, vous avez ici Monsieur Al Ewing, donc qui est Monsieur Al Ewing, qui est scénariste pour Marvel et pour 2000 AD. Certains d'entre vous le connaissent peut-être pour la série Mighty Avengers et la nouvelle série Loki, qu'il a repris après Kieron Gillen. Yes. Yes. Et il a écrit un grand nombre de strips pour 2000 AD. Donc on a évoqué hier à cet endroit même Zombo, qui est une de ses créations emblématiques. Il a écrit évidemment beaucoup de Dredd, là encore sur beaucoup de tonalités différentes. Al Ewing est quelqu'un qui a su faire fonctionner l'humour. On lui a donné une mission monstrueuse. Mars attacks Dredd. Donc c'est les Martiens de Mars Attack et Dredd en face, dessiné par John McCree. Yeah, he was the artist on that. Donc dessiné par John McCree, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc c'est difficile. Vous avez une licence, vous avez une histoire humoristique, vous travaillez avec des auteurs et un personnage de 2000 AD, et il faut arriver à en faire quelque chose qui se tienne. C'était une mini-série en 4 numéros chez IDW, une centaine de pages. Bizarrement, parce qu'il est très talentueux, le mélange a pris. So what I wanted to ask you, how did you specifically about Mars Attacks Dredd, because it came out of left field. How did you manage the humor in the strip and the license, the property? Well, the humor in that was just pretty much your standard Dredd humor that I'd sort of heavily influenced by John Wagner, and Alan Grant and all the other writers who'd kind of come before. Dredd's sort of got a particular kind of dark, but also fairly. It's that great mixture of sort of quite dark humor and quite. Yeah, that was the word I was looking for. Yes, Ian's answering my question for me, which is good. No, dark, slapstick, surreal. There's a kind of quite goofy in places, quite very deadpan in other places. But it's almost unique to Dredd. There's no other character I'd pull that particular voice out for. And the thing with the Mars Attacks license was that it was really just, IDW had the license, and they had the kind of rights to produce American Dredd comics. So they sort of, unlike previous attempts to produce American Dredd comics, they seem to be more sort of Dredd-like, more similar to the 2000 AD.
original, but it was still a sort of Ultimate Universe, so to speak, in the same way that you've got sort of Ultimate Spider-Man who's kind of rebooting, and then Ordinary Spider-Man who's been around for, 40, however many years he's been around, 50 years. You've got, Ordinary 2000 AD Dredd, which is, when I write him, I'm kind of keeping in account the fact that he's, been around for ages and aged in real time, and it's quite a grim, depressing experience at the minute, because he's been going through some. When I came on board, he'd just been going through some particularly depressing stuff. Yeah, the cancer scare. So yeah, him and Funky Winkerbean. Those two of the great cancer comics of our time. Whereas with the IDW Dredd, it was almost kind of Dredd back in the day. It was a chance to almost go back to the 70s, the early 80s, and sort of write a Dredd who was much more of a bastard, who hadn't really gone through all those doubts, but also it had that very bouncy, very kind of energetic thing, and the Martians were just I almost just treated them as like just another Dredd villain, because I had a very loose remit for the Martians, because they only had the rights to the gum cards. They didn't have the rights to the Tim Burton film, so I was told I had to stay away from, I couldn't have them going like like they do in the Burton film, and I couldn't have things like, I can't have Tom Jones turning up, and I can't have all of that. But I could do the gum cards, and they're gum cards, they're bubblegum cards. There's not a huge... Yeah, so I just put a load of bubblegum cards in the story and tried to keep, a reasonable amount of giant insects and all of the weird stuff that was in the bubblegum cards. But they're not sort of... Bubblegum cards aren't known for their, like, giant stories. So I was pulling most of that from the Dredd. So, yeah, so I mean, I guess the answer to your question is I just did a Dredd story and put giant-headed alien Martians in it, and but I just treated it like a Dredd story, and like a Dredd story from sort of the mid '80s, the sort of golden era, or my personal golden era of Dredd, and and it seemed to work, because people still seem really, really into that particular story, even though I wouldn't, even though it was sort of a tie-in and a weird crossover between like licensed properties, and anyway. Thanks. Je vais commencer par la fin, là encore, malheureusement. Donc l'idée, en fait, c'est que Hal, donc, quand il a écrit ça comme une histoire sur Dredd d'une période bien particulière, où le personnage, en fait, avait davantage d'énergie, était plus hargneux peut-être, puisque en fait au moment où Hal écrivait le crossover, Dredd dans 2000 AD passait une période extrêmement déprimante, très sombre, très très lente, très pesante, et lui il avait la possibilité, comme c'était un crossover entre deux licences, en fait de faire, vous avez tous compris, il a mentionné le titre, comme dans Ultimate Spider-Man ou dans les séries Ultimate, c'est-à-dire de prendre son Dredd à lui, de reprendre les éléments que lui avait envie de garder. Ce qui fait que les Martiens en fait étaient écrits comme des personnages, comme des méchants qu'on aurait pu avoir dans n'importe quelle autre histoire de Dredd. Alors ils devaient faire attention, puisque effectivement pour être des questions de droit, à l'origine Mars Attack c'était des petites cartes à collectionner dans les chewing-gums de Tops. Ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser tout ce qu'il y avait par exemple dans le film de Burton, et les 3/4 des gens sont plus familiers du film de Burton que des cartes à collectionner. Donc il a bricolé, en fait, si vous avez la chance de lire cette histoire un jour, en fait tout un ensemble de petites cartes, des pastiches des cartes originales qui servent de case et de lien dans l'histoire. Et le fait est encore une fois que finalement c'est le personnage lui-même, son idée du personnage, son incarnation du personnage qu'il a utilisé. Le personnage a une histoire tellement longue qu'on peut prendre la version qu'on souhaite dans ce genre d'histoire. J'en profite pour revenir, j'avais oublié de mentionner ce que disait Ian Gibson, c'est que là encore, donc on a évoqué ça, Dredd est un personnage qui est monolithique, il a utilisé le mot fasciste, et c'est tout à fait exact. Il sert là encore de clown blanc, en fait, quand on fait de la comédie, et c'est vrai, quand vous mettez les Martiens de Mars Attack en face, ça fonctionne parfaitement. Si vous voyez les couvertures de Greg Staples un de ces jours pour la mini-série, ça se voit, c'est extrêmement sérieux, on a l'impression que on rigole pas, hein. Il y a le Martien, il y a Dredd en face, c'est fini les conneries, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aviez donc ce Dredd hargneux, puis qui a quand même, comme le disait Hal, comme le disait aussi Ian, un côté quand même un peu humain, un côté un peu plus soft, qui permet dans ce genre d'histoire d'en faire malgré tout le héros.
Voilà, et c'est, comme disait Monsieur Ewing, c'est une histoire qui est sortie 1-2 years ago. It was released. Yeah, about 2 years ago. Yeah, about a year. Yeah, rough. Maybe a year and a half. Yeah, that's it. Comme il disait, donc c'est ça, c'est une histoire, donc c'est juste un crossover entre deux licences. C'est sorti il y a à peu près 1 an et demi, et malgré tout, en fait, le public aime encore cette histoire parce que justement, on a un vrai Dredd malgré tout, qui est fait par des auteurs maison, qui est présent dans l'histoire, dans le ton. Et il évoquait le problème justement, la problématique des adaptations américaines quand un personnage comme ça, très britannique, s'exporte, puisque c'est l'éditeur américain IDW qui s'en occupe. Ici, vous aviez 2 auteurs britanniques pour le faire, John McCree et Al Ewing. Vous avez une série de comics qui est réalisée par Dwayne Sierzinski et Daniel Nelson qui est approuvée par Matt Smith, par 2000 AD. IDW s'est donné les moyens aux États-Unis de faire un Dredd qui rend correctement la tonalité du Dredd anglais, en fait. Et c'est pour ça que cette histoire est bien considérée. Elle a réussi à satisfaire tout le monde. Voilà. On me fait signe en régie que... Si je me permettrais de vous demander une salve d'applaudissements pour ces gentlemen qu'on n'a pas souvent la chance de voir ensemble. Merci. Thank you, sirs. It's been a pleasure and a great line-up. No, I'm dead tonight. Merci beaucoup. Thank you for helping us.